Bonjour, Marie-Pauline Martin, bienvenue à la Philharmonie de Paris. Bonjour, je suis Angela Lampe. Nous sommes les deux commissaires de cette exposition Kandinsky, la musique des couleurs, qui est co-organisée par le Centre Pompidou et la Philharmonie de Paris, et qui, je dirais presque pour la première fois, donne Kandinsky à voir autant qu'à entendre, et pour cause, rarement la musique, je crois, n'a joué dans l'œuvre d'un peintre un rôle aussi important, un rôle aussi structurel, inspirant. Donc nous rendons hommage à cet aspect de sa carrière fondamental selon nous, à travers une exposition qui rassemble presque 200 œuvres et objets qui ont appartenu au peintre, mais qui est aussi un parcours au casque, immersif, qui nous fait rentrer dans l'œuvre musicale de Wagner, à Webern, Schoenberg. Là, c'était un parti pris un peu volontaire. On rentre dans une exposition Kandinsky en n'observant absolument pas des œuvres de Kandinsky, mais en revivant le choc qu'il a vécu en 1896. Kandinsky, à cette époque-là, a 30 ans. Il va à Moscou à l'opéra, il découvre Lohengrin de Wagner, et là, il a une espèce de révélation sur l'emprise de la musique sur lui. Donc c'est un vrai sas inaugural, vraiment de faire vivre un peu ce choc Wagner aux visiteurs, pour ensuite pénétrer dans la deuxième salle, où là, pour la première fois, Kandinsky apparaît en tant que peintre. En tant que peintre et en tant que peintre russe, parce que ce qu'on entend ici sont des cloches des églises de Moscou. Donc là, Kandinsky quitte Moscou à la fin du XIXe siècle. Il s'installe à Munich, mais dans sa tête, il reste dans sa ville natale, Moscou. Mais on montre ici une œuvre de ses débuts, c'est-à-dire qui s'appelle Lied, donc chanson, s'appelle aussi la chanson de Volga. Et quand vous voyez de plus près tous ces paysans, ces gens sur le bateau, ils ouvrent la bouche comme ils chantaient. Donc c'est une composition assez féerique, très syncrétique. Donc on a une ville tunisienne presque, on a des vikings, on a une icône. Donc c'est vraiment là, on s'appelle un dessin coloré. C'est le style figuratif de Kandinsky de ses débuts. Mais en 1908, ils reviennent en Allemagne, ils s'installent à Munich, où là, il va découvrir autre chose. À partir de 1909, Kandinsky va travailler sur une catégorie de peinture qu'il définit lui-même, qu'il appelle improvisation. Pourquoi ce terme? Bien sûr en référence au monde musical, à un genre d'écriture musicale. Alors à l'époque, on ne parle pas du tout d'improvisation comme on parlerait aujourd'hui dans les mondes du jazz d'improvisation. Improvisation, ça veut dire fantaisie, liberté. Et la plus grande liberté qu'a opéré la musique selon Kandinsky, c'est de pouvoir tenir un langage sans imiter la nature. C'est-à-dire que les sons d'une symphonie ou d'une pièce pour piano ignorent le détour par l'imitation du réel, mais elles trouvent dans la ressource propre des sons leur expressivité pure. Et c'est exactement ce que va essayer de faire dans ces improvisations colorées Kandinsky. Par exemple, dans celle-ci, précoce, de 1909, vous voyez bien sûr toujours la tentative de faire référence à un cheval, à un bâtiment, des figures, mais finalement, ce qui intéresse ici Kandinsky, c'est l'autonomie de la couleur. Le cheval est vert, le ciel est rouge. Et ce qu'il travaille ici, c'est l'expressivité pure de la couleur, à la manière d'un musicien qui travaille sur l'autonomie expressive des sons. D'où cette catégorie qui s'appelle improvisation, et d'où cette exposition qui finalement est une exposition synesthésique. Là, ce que vous entendez, c'est un Klavierstück de Schoenberg que Kandinsky a entendu en concert. Donc c'est une exposition synesthésique sur un artiste lui-même synesthésique. Ici, on entre dans une autre section dédiée à un compositeur. Donc après Wagner, c'est le choc Schoenberg, on peut dire. Donc là, en écoutant la musique atonale de Schoenberg, il comprend qu'il y a vraiment des connivences avec Schoenberg. Il comprend que le compositeur autrichien cherche le dépassement du mimétisme comme lui en sa peinture. Donc il commence à une correspondance, il écrit une lettre à Schoenberg, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il commence à faire une peinture magistrale que nous avons vraiment la grande chance de vous présenter. C'est l'improvisation 3, le concert. Donc c'est un prêt exceptionnel du Lehn-Bachhaus de Munich. Et on voit ici vraiment comment cette abstraction est en route, comment cette couleur jaune inonde cette composition. On voit encore le piano à queue, cette tache noire, mais on a l'impression que justement cet don synesthésique, c'est-à-dire qu'il
qu'il voit la couleur jaune en écoutant la musique de Schoenberg est vraiment ici transposée en une magistrale peinture. Et cette importance de la musique, elle se continue avec un cabinet qu'on a établi ici. Alors, l'amitié de Schoenberg, hein, le choc de Wagner, on voit bien la musique pour lui, c'est des fréquentations, c'est la connaissance de grands répertoires. Mais ce qu'on a voulu aussi synthétiser dans une pièce, c'est que la musique, c'est un objet du quotidien pour Kandinsky. Hein. C'est une collection de disques hein, qu'il a façonné avec son épouse Nina à partir des années 20. C'est des prospectus bruitistes de Luigi Russolo qu'il garde chez lui. C'est des partitions. On a retrouvé une partition du poème de l'extase de Scriabine. C'est des photos de ses amitiés musicales avec Bartók, avec le chef d'orchestre Stokowski. Et donc on a fouillé dans toutes les archives du Centre Pompidou de la bibliothèque Kandinsky pour retrouver ce qui est dans sa bibliothèque musicale, dans ses photographies. Tout témoigne de sa relation au quotidien avec la musique, aussi ambitieuse soit-elle, mais parfois aussi triviale soit-elle. Donc ce qui était important, c'est de montrer que pour Kandinsky, la musique, c'est un environnement total. On va ici dans une section plus grande, qui commence ici avec l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un thème qui a intéressé beaucoup d'artistes d'avant la Grande Guerre, et donc Kandinsky. Et on a ici un ensemble magnifique qui montre comment il traite cet thème de la révélation d'une nouvelle ère, une ère que Kandinsky voulait spirituelle. Et cette ère, pour lui, est annoncée par un ange. C'est-à-dire, on ne voit pas des cavaliers d'Apocalypse, mais Kandinsky choisit l'ange qu'on voit ici sur cette magnifique aquarelle. L'ange, donc, il joue la trompette. On le voit encore ici, là, on est en 1910. En 11, on la voit encore, mais déjà, on est vraiment dans une magma de plus en plus dissolue des formes et des couleurs. On est ici en 1912, donc là on retrouve l'ange. Et en 1913, donc là, au bout de 3 ans, ce qui reste, c'est encore un signe qui évoque cette trompette, mais on est déjà dans une composition complètement abstraite, complètement non mimétique. Et donc c'est ça qu'on montre ici aussi dans l'exposition, c'est à la fois le focus de la musique, très important pour ce thème de l'Apocalypse, mais en même temps, on montre à plusieurs reprises l'évolution stylistique de Kandinsky pendant sa vie. Et pour accompagner cette section, je dirais de manière inédite, là, on a donné à entendre le poème de l'extase de Scriabine, dont Kandinsky avait une partition retrouvée dans ses archives. Mais on entre ici dans ma section, dirais-je, peut-être préférée, parce qu'on élargit le propos. On n'est pas seulement avec des œuvres de Kandinsky, mais on a aussi d'autres œuvres, d'autres artistes qui ont travaillé sur le thème de la fugue. Donc après l'improvisation, donc on a une deuxième section qui est dédiée à une terme musical. Et nous sommes ici devant vraiment une œuvre absolument magistrale, la Fuga de Kandinsky de 1913, donc œuvre où il n'y a plus des traces du monde naturel, donc on est vraiment dans l'abstraction ici absolue. La fugue, qui est vraiment une composition sur le contrepoint, c'est une œuvre sur la polyphonie, sur l'entrée dans des voix avec des intervalles, donc c'est une œuvre très structurée, c'est une composition très structurée. Or ici, Kandinsky fait quelque chose plutôt improvisé, beaucoup plus libre sur le thème de la polyphonie. À côté, il y a une chef-d'œuvre de Paul Klee, donc la fugue en rouge, où on voit que Klee aborde ces mêmes thèmes. On traite ça très différemment, beaucoup plus structuré, beaucoup plus proche de cette idée de la composition en contrepoint. Et pour restituer l'horizon d'écoute de ces peintres modernes, on donne à entendre ce que vous écoutez ici, c'est l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach, mais tel qu'il a été réorchestré en 1935 par Anton Webern, suivant le principe de la mélodie de timbre. Ça veut dire que chaque note est attribuée à un instrument différent. Donc là, on voit comment le contrepoint, la leçon des grands maîtres du contrepoint XVIIIe siècle, devient un vivier et une source d'inspiration pour les peintres et les musiciens modernes.
Il fallait absolument aussi dans le sujet avoir une salle vraiment conséquente dédiée à son activité théâtrale et scénique. Kandinsky, de la même manière qu'il a toujours approché le matériau poétique comme une émulation dans sa réflexion sur l'abstraction, il a toujours aussi travaillé sur une forme d'art total, une forme d'art scénique. Donc Kandinsky a, des premières années de création jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours rêvé, rempli des carnets et des feuilles de projets scéniques dont le seul titre dit la dimension. Il y a l'œuvre qui s'appelle Violet, l'œuvre qui s'appelle Sonorité jaune. Ce qui l'intéresse, c'est l'expressivité pure des moyens et notamment des couleurs sur scène. Donc ces œuvres scéniques sont tellement radicales qu'aucune n'a été créée sur scène du vivant de Kandinsky, sauf une, dont vous voyez ici les esquisses préparatoires. Nous sommes en 1928, Kandinsky est professeur au Bauhaus. Il reçoit la commande d'une œuvre scénique pour le théâtre de Dessau. Donc cette œuvre a été créée en 1928 et nous avons retrouvé dans les réserves du théâtre d'Udine en Italie une tentative en 1983 par Horst Beer de recréer ce théâtre de forme abstraite, ce théâtre toujours musicalisé aussi, toujours musical. Et nous avons choisi un décor, ici Gnomus, qui est reconstitué dans sa dimension dynamique et abstraite. Donc ici, c'est une section qui est dédiée au travail théorique de Kandinsky. Le point ligne sur point, c'est l'ouvrage théorique qu'il va publier en 1926. Et dans cet ouvrage, donc, où il analyse les formes comme le point, la ligne, ici il y a des dessins préparatoires. Et ce qu'on montre ici, c'est comment ces dessins qui ont été publiés dans Point, ligne sur point étaient finalement en résonance avec cette magnifique composition qu'on présente ici au centre. C'est jaune, rouge, bleu. Donc là où on voit comment, à partir de ces signes musicaux, Kandinsky réalise cette composition comme une grande symphonie picturale avec vraiment tout un travail très, très fin avec cette focus musical, donc, qui est assez inhabituel pour lire cette peinture, mais qui prend ici dans notre exposition tout à fait le sens. La prochaine section, elle propose quasiment un arrêt sur image. Nous sommes en 1931. Kandinsky, un professeur au Bauhaus qui est à Berlin, reçoit la commande pour une exposition d'architecture d'un salon de musique. Donc, c'est-à-dire 3 grands murs monumentaux ornés de motifs abstraits, mais selon lui colorés et ordonnés de manière à pouvoir créer des résonances sur celui qui habite le salon. Le salon a été construit en 1931, juste le temps de l'exposition, donc il a été détruit. Et nous avons fait ici le choix de travailler avec un studio de création formidable qui s'appelle le studio H5, spécialiste notamment en motion design. Et le cahier des charges était le suivant. Nous avons donné les dimensions exactes du salon, les couleurs, les motifs exacts. Et le studio H5 a proposé une recréation numérique de ce salon, suivant une dynamique qui est tout entière dictée par une partition musicale contemporaine de l'œuvre. C'est une contemporaine de Hans Eisler, qui était un musicien autrichien, allemand et très proche du Bauhaus. Et on continue donc avec le thème des compositions en nous dirigeant vers la dernière section dans cette exposition, donc, qui est intitulée justement Composition. Composition était aussi une catégorie que Kandinsky a établie comme les improvisations. Les compositions étaient pour lui des œuvres les plus abouties, des grands formats. Et nous avons réussi ici, et nous sommes assez fiers d'avoir réuni les 3 dernières compositions de Kandinsky. La 8 derrière moi, la 9 ici à côté et la 10. Donc Kandinsky a réalisé donc, dans toute sa carrière 10 compositions et cette 9e notamment donc, qui fait partie de nos collections, donc la collection du Centre Pompidou, qui montre vraiment l'évolution stylistique de Kandinsky dans les années parisiennes. Parce que Kandinsky quitte l'Allemagne en 1933 avec l'arrivée au pouvoir de Hitler. Il s'installe à Neuilly et au fil des années, son style change. Enfin, son style devient de plus en plus biomorphe, organique. On voit vraiment des formes courbes, des formes très sensuelles. Il y a aussi une autre palette.
Et ce qui est beau ici, on va la mettre vraiment vis-à-vis de la composition 10 qui nous a été prêtée par Düsseldorf, la Kunstsammlung de Düsseldorf. Et on voit ici vraiment une autre composition cosmique sur un fond noir, comme vraiment un champ de signes que Kandinsky a réalisé en 1939, c'est-à-dire l'année de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour dire au revoir aux visiteurs aussi d'un point de vue musical, l'œuvre qui est donnée à entendre en contrepoint, c'est l'ouverture du Concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, composé en 1935, exactement à l'époque de réalisation de ces grandes compositions, mais surtout avec une histoire particulière. C'est un concerto que Alban Berg a dédié à Manon Gropius, la fille de Walter Gropius, qui est le fondateur du Bauhaus. Donc. Et l'exposition se termine sur une citation à laquelle nous tenons. Je ne veux pas peindre de la musique. C'était vraiment une citation de Kandinsky en 1914. Donc, et ça, c'est vraiment important. Kandinsky n'a pas du tout une approche illustrative envers la musique. La musique, pour lui, on en a déjà dit, c'est un modèle de pensée, c'est un modèle vraiment qui résonne avec sa pratique picturale et ce n'est pas du tout un thème qui cherche à illustrer en écoutant la musique. Et donc, cette citation clôt notre exposition.